Parce que tu viens de le bien dire, les montagnes qu'on surpasse, ben plus qu'on avance, ils deviennent petites, mais tu sais, chacun des plus gros défis qu'on a, ben on le voit tout le temps comme une montagne, puis on sait pas comment on va passer au travers. Finalement, on passe tout le temps au travers, mais la prochaine, ben c'est plus gros, c'est plus difficile. Y a-tu quelque chose en particulier là, qui a été vraiment tough pour vous autres? Ben, l'associé qui était parti, ça, c'est sûr, ça en était un pas pire. OK. Un petit peu après, quand on a repris Gatineau, ça a été quand même une bonne difficulté aussi à surmonter, de dire, hey, on a échoué, on n'a pas réussi où ce qu'on pensait que c'était une bonne idée. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom c'est Olivier Paré et je vous souhaite la bienvenue pour un autre épisode qui va être un peu spécial. Première fois, je crois, dans l'histoire du podcast qu'on reçoit père et fils, copropriétaires d'une business spécialisée dans l'époxy et dans la peinture partout au Québec, des leaders dans cette industrie-là de l'entreprise, les idées d'époxy. Alors, Ludovic et Nel, bienvenue, Merci. Messieurs. Merci. On se demande c'est qui le fils, c'est qui le père. Ça le fait dire souvent. Ouais, hein? Ben, pas qui est qui, mais on se fait souvent prendre pour des frères. Ouais, hein? Exact. Souvent, j'imagine. Vous C'est moi ressemblez. le frère. C'est toi le frère? Ah C'est ouais. moi le père. Fait que, en gros, si on part du début, donc maintenant vous êtes co-actionnaire en hyper croissance, vous avez 6 magasins à travers le Québec, il y en a d'autres qui s'en viennent. Précédemment, spécialisé dans l'époxy, vous vendez retail, mais aussi à des installateurs d'époxy qui se fournissent chez vous. Vous donnez de la formation pour les gens qui veulent devenir installateurs, qui veulent installer de l'époxy, mais aussi un particulier qui voudrait apprendre comment faire pour installer son propre plancher d'époxy. Et vous ajoutez là maintenant la peinture aussi dans certains des magasins que vous avez déjà. Vous vivez de la grosse croissance. Puis là, ben, quelqu'un qui écoute, ben, il se dit peut-être, bon, encore un fils de riche qui reprend business à papa, mais c'est pas ça qui s'est passé, vraiment pas. Donc, Nel, tu étais dans l'époxy, tu faisais surtout de l'installation d'époxy. Tu as commencé seul au tout début, puis très rapidement, Ludovic s'est joint à l'entreprise. Donc, rappelle-moi, en quelle année tu as débuté l'entreprise? En 2018. 2018. En 2018, j'ai pris ma retraite de la plomberie. J'étais plombier. Ouais. Puis j'ai pris la retraite pour commencer une petite job temporaire, 2-3 jours semaine. Puis j'étais booké quasiment 7 jours sur 7 à installer de l'époxy. Donc on a commencé exactement comme ça. Ah ouais. Hein? Puis Ludovic s'est joint à l'entreprise 2 ans plus tard, c'est ça? 3 ans plus tard, en 2021, on a eu l'opportunité d'un manufacturier qui nous a approché pour commencer à vendre de son époxy. Parce qu'à ce moment-là, tu vendais pas d'époxy. Tu faisais de l'installation. On faisait de l'installation. De 2018 à 2021, on a fait de l'installation. Et je vendais un petit peu de l'époxy aux autres entrepreneurs qui étaient alentour de moi. Puis j'avais envie d'en vendre. Puis c'est là que les manufacturiers nous ont approchés pour vendre de l'époxy. Puis on a dû faire un choix parce qu'on n'avait pas le droit. On avait le choix d'installer ou de vendre. Fait qu'il fallait faire un choix là. Puis toi, à ce moment-là, toute ta business, c'était de l'installation. Fait que là, on élimine ça pour prendre un risque de partir d'autre chose. Exact. Et Ludovic, lui, il n'aimait pas l'installation. Il n'est pas manuel. Il n'aimait pas ça du tout. Donc, il a décidé il m'a demandé, moi, j'aimerais ça, partir avec toi dans ça. Puis c'est là qu'il s'est joint en 2021 pour ouvrir notre premier vrai magasin Pignon sur rue à Saint-Hyacinthe. C'était ça un peu l'enjeu, parce qu'on avait, oui, avant, il vendait dans son garage, mais là, il fallait ouvrir un vrai pignon sur rue, puis avoir un magasin, une façade. Fait que c'est là qu'on a... employés, c'est très différent comme style de business. Là. C'est ça. Le loyer. Ouais. Tout ça. Fait que là, on a ouvert le premier à Saint-Hyacinthe, puis moi, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là, j'étais en train de faire un bac en administration. Puis j'étais comme, OK, ben, je vais le partir à Sherbrooke aussi, je suis là, anyway. Fait que là, ben oui, rien là. C'est ça. Achète un bâtiment, trouve un bâtiment pour faire notre magasin là, achète le bâtiment. Le temps que les rénaux, tout ça se mette en place, j'avais une palette de stock dans mon salon. Les installateurs venaient me voir à mon appartement, je leur donnais le stock à partir de mon appart. Ouais. Wow. Puis ça l'a parti comme ça, le magasin à Sherbrooke. Puis après ça, qu'on a eu le premier magasin, il y avait 3 marches dans l'entrée. Je rentrais des palettes au complet à bras dans le magasin pour
c'était ça qu'on avait, puis on a parti ouais. comme ça. Nice. Très cool. Puis il y en a qui partent dans leur sol, toi, t'es parti dans ton salon. C'est ça, exact. Puis est-ce que je me trompe ou, donc, si on fait juste un petit rewind, toi, tu avais ta pratique, ben, tu faisais des installations, puis tu t'es fait offrir un magasin, mais la première fois, tu l'as refusé. Tu as refusé d'acheter. J'ai-tu refusé d'acheter? Non? Je pensais que c'est ce que j'avais compris. Tu avais eu une opportunité, mais tu avais décidé de passer à côté. Si on recule de loin, j'avais commencé avec un autre gars qui était à Donham. Puis lui avait son magasin à Donham avec de la toiture puis d'autres choses. Puis il vendait de l'époxy. Je me suis joint à lui parce que lui, il avait pas l'argent pour acheter les matériaux, pour revendre aux clients parce que ça devenait mon fournisseur. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai demandé, je disais, hey, je vais avoir besoin de 6 kits d'époxy. Et il dit, je les ai pas. Je comprends pas, là, achète-les, puis il dit, ben, mon compte est barré, je peux pas. Je dis, ben, attends un peu, t'es-tu en train de me dire que t'as besoin d'aide? Ça, c'était en février. Fait qu'il dit, puis là, j'avais pas tant d'ouvrage, parce que l'hiver, on a moins d'ouvrage. Fait qu'il dit, en tout cas, finalement, on s'est parlé, on s'est assis, on a parti, j'ai racheté tout son fonds de commerce, si on veut, puis on était 50-50 dans ça. Fait qu'on a commencé comme ça. Et le premier vrai magasin, c'était à Donham, et moi, j'avais mon magasin qui était dans mon garage, et je faisais encore l'installation dans ce temps-là. Puis là, il y a eu un clash avec le fournisseur X. Puis, fait que là, c'est là que l'autre compagnie d'époxy nous a approchés pour qu'on vende avec eux autres. Puis c'est là que les règles fixes sont arrivées. Puis je m'entendais de moins en moins avec l'autre partenaire parce c'était tout moi qui faisais. On était 50-50, mais c'est moi qui tenais l'inventaire, qui faisait la prospection, qui faisait, en tout cas, tout le soutien technique. Ouais. Je faisais tout au complet, la comptabilité et tout. Fait qu'on s'est simplement séparés. Tu sais, j'ai repris mes choses, puis that's it. Puis on a vraiment reparti avec la nouvelle compagnie d'époxy. Puis c'est là qu'on a parti le premier magasin à Saint-Hyacinthe. Nice. Puis aujourd'hui, vous êtes rendu avec 6 magasins Pignon sur rue. Ouais. Vous êtes reconnu dans le domaine. Vous êtes en grosse croissance. Vous avez combien d'employés en tout et partout? Une quinzaine. Juste une quinzaine? Oui, absolument. Okay. Vous avez réussi à garder quand même une petite structure malgré tout. Oui, puis il y a certains magasins qui ont seulement un employé. Ouais. C'est ça. Tu parles du côté sombre des affaires, ça, c'est un enjeu pour nous autres. OK, bien, l'employé, il rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait. C'est des enjeux qu'on doit régler au quotidien, puis travailler avec ça. Donc, puis c'est là qu'on trouve des solutions, puis qu'on amène justement la peinture que tu parlais plus tôt pour aller chercher un volume plus intéressant. Ça va justifier d'avoir une deuxième personne. Tu parles d'un côté sombre, comme tu viens de le dire. On a eu une employée dernièrement qui nous appelle, elle dit je peux pas rentrer, mon auto, elle part pas. Mais c'est la seule qui est au magasin. Donc là, je dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Après, appelle ton ami. Je dis, c'est exactement ça. On a collé le Uber parce qu'elle n'avait pas les sous pour le payer là. Fait qu'on a collé, on a payé le Uber. On a recallé le Uber pour qu'elle la reporté chez elle pour qu'elle soit là pour ouvrir le magasin. Parce que sinon, le magasin était fermé. C'est un enjeu là, quand même. Puis, est-ce que c'est un enjeu de recrutement pour trouver des employés ou c'est plus que le volume par magasin n'est pas assez élevé pour justifier d'avoir 2 employés? C'est au niveau du volume, mais pas nécessairement des ventes, mais au niveau du nombre de walk-in. Ouais. Combien il y a de personnes qui rentrent dans le magasin? Si je mets 2 personnes qui s'assoient, c'est pas nécessairement des payés. C'est pas ça l'enjeu. C'est tabarouette. Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Il va finir par partir. Je vais le former, puis il va dire hey, c'est plate en Christy, le job que tu me donnes. 7 clients dans ma journée. C'est ça, exact. Fait que là, d'aller chercher plus de retail, plus de volume qui va rentrer dans le magasin, avec la peinture, ça résout le problème. Ouais. OK, cool. Puis là, au début, vous avez commencé avec un premier pignon sur rue. Racontez-nous un peu comment vous avez réussi là, à faire cette expansion-là en quelques années. Là. Ça s'est fait quand même rapidement. Là. En fait, on a parti les 2 premiers qui étaient en 2021, Sherbrooke et Saint-Hyacinthe, qui ont ouvert. En 2022, on a voulu ouvrir à Gatineau. On avait l'idée d'une franchise, puis notre concept était, tout le monde a déjà vu un Subway dans un SO. Puis, hey, tu rentres dans le SO, mais tu as un Subway dans le fond. Ouais. On a essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Okay. On a repris en 2023 notre franchise, notre magasin à Gatineau. On a ouvert un vrai magasin qui était à nous complètement. La même année, on a ouvert à Québec, en 2023. Puis la même année, on a déménagé le magasin de Sherbrooke dans un nouvel emplacement. Donc ça a été une bonne année, plusieurs changements, plusieurs enjeux. Puis
en 2025, en fait 2024, on a tout travaillé derrière la scène à faire l'acquisition d'un de nos compétiteurs. Puis janvier 2025, ça s'est annoncé, on a acheté la compagnie Diamant Plus, qui avait des magasins à Sainte-Thérèse puis Saint-Bruno. Puis ça a vraiment, ça nous a mis encore plus à la carte là, Wow. au niveau de l'époxy, parce que ça rajoute 2 magasins proches de Montréal. Ouais. Parce que ça fait une business que l'entrepreneur va aller chercher son stock physiquement. Exact. Est-ce que vous livrez ou c'est surtout votre clientèle vient chercher son stock? On fait un peu de livraison, mais principalement, le contracteur va arriver dans notre magasin. Il dit, j'ai besoin de ça. Commis, les représentants sont là pour l'aider à aller chercher le stock, donner du soutien technique s'il y en a de besoin. Est-ce que tu as pensé à ça pour cette job-là? As-tu des enjeux particuliers? Ben, on est là pour l'aider. Puis avec le background que mon père a, d'avoir été installateur, il m'a appris ce background-là, puis on est capable aujourd'hui d'aider les entrepreneurs, pas juste de lui vendre un produit. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Rona est capable de faire ça, mais d'avoir un support technique qui dit « OK, j'ai de l'aide dans mon projet. » Ouais. C'est ça qui les systèmes aussi qui comprennent bien que leur installation est le mieux possible. Donc, Ouais. rien de parfait, mais on essaie de s'améliorer, d'améliorer les systèmes de plus en plus. Avez-vous beaucoup d'inventaire? Oui. C'est peut-être un enjeu quand même, parce que de la manière que tu me l'expliques, l'entrepreneur, il vient, il faut qu'il ressorte avec ce qu'il a besoin. Fait que ça vous oblige à tenir énormément de produits. Puis énormément d'inventaire, puis ça génère des énormes problèmes de cash flow. Parce que tu te dis, t'as de l'inventaire, puis là, il faut que tu l'achètes, tu le stockes, puis il dort. Puis, OK, mais il faut que tu aies un stock de sécurité, parce que l'entrepreneur qui arrive, puis il veut 10 kits, il veut maintenant, il veut pas dans 3 jours. Ouais. C'est là qu'elle est sa job. Puis dans la construction, les entrepreneurs sont jamais en avance. C'est toujours à la dernière minute. Ouais. C'est correct, parce que c'est ça notre rôle, de les aider. Ouais. Mais il faut faire avec ça. Fait que ça vous oblige à avoir beaucoup de stock. Exact. Oui, il y a le stock d'époxy, mais notre créneau, c'est quand tu rentres chez nous, tu as tout. Donc, quand tu as des réparations de béton, on a le béton. Quand tu as de l'époxy, évidemment, tu as de l'époxy. Tu veux faire un métallique, tu veux faire un uni, tu veux faire un flake, tu veux faire un quartz, tu veux faire un quartz truellé. On a tout ça. Tu veux faire de l'asphalte, ben, des réparations d'asphalte, on a de l'asphalte. Tu fais des réparations dans ton béton, tu as besoin de sable de silice, on l'a. Tu as besoin de sable de silice sans silice, je l'ai. En tout cas, il y a tout ça au complet. Quand tu rentres, tu as les outils aussi pour travailler, tu as les diamants, tu as les machines, tu as les balayeuses, tu as tout au complet. C'est dans un seul magasin. Fait que vous avez combien de SKU au total? En ce moment, plus de 5000. 5000 SKU? Oui. Wow! Puis tu parlais de croissance tantôt. Comment on a fait pour amener ça puis de générer autant de croissance dans les dernières années? Ça fait partie un peu de notre stratégie parce que quand on rentrait certains produits, on dit OK, mais avec tel produit, je suis plus juste limité aux entrepreneurs en époxy. Je suis capable d'aller vendre à des peintres. Ouais. Puis là, ben, les peintres commencent à rentrer, acheter des pinceaux, des rouleaux chez nous. Et on n'avait pas de peinture encore, là, on va en avoir. Mais on est allé chercher plusieurs créneaux d'entrepreneurs, plusieurs types d'entrepreneurs qui font des projets différents, ce qui aide avec la saisonnabilité. Tu sais, l'époxy, c'est très fort l'été, mais l'hiver, c'est un peu plus slow. En ayant plusieurs gammes de produits, plusieurs gammes d'entrepreneurs, on est capable d'aller aider plus de personnes. Ben oui, c'est clair. Il y a les silicones, il y a les scellants coupe-feu, il y a les scellants porte-fenêtres, il y a les scellants acoustiques, les membranes alentour des porte-fenêtres, des membranes de stationnement. Là, vous êtes plus pantoute une compagnie d'époxy. Hein? Vous êtes rendu le magasin général. Spécialisé. Un magasin général, c'est peut-être moins le bon terme, un magasin spécialisé pour les entrepreneurs. Ouais. C'est ça. Les terrains de pickleball, les terrains de tennis, on a tous ces produits-là au complet. Ah, ouais, hein? Ouais. Puis, d'où est-ce que cette idée-là est venue? Parce que au début, bon, toi, tu faisais de l'installation. Ludovic, ça ne l'intéressait pas pantoute d'aller installer l'époxy. Ouais. Là, vous avez eu, vos 2 premiers magasins la première année. J'imagine que c'était pas pantoute le même magasin qu'on a aujourd'hui. Non, mais contre l'entrepreneur qui est venu à la maison. L'entrepreneur. Qui a fait qui était pour l'époxy. Comment ça a démarré? Ma femme voulait un plancher d'époxy. Elle trouvait ça beau et tout. Fait qu'on on fait faire des estimés. Puis, à 2 soumissions, 2 estimés pareils ou au même prix, on a choisi un ami à mon frère, je ne le nommerai pas. Et puis, la première étape, il devait couler une dalle de béton d'1,5 pouce parce qu'en étant plombier, moi, j'avais posé de la tuyauterie de plomberie pour faire une dalle chauffeur. Et puis, sur 4 pieds, il y avait 3/4 de pouce de croche, un coup fini.
C'était dégueulasse. C'était 1200 pieds carrés. Le gars, il a rentré un hélicoptère dans la maison pour... Ben, pas un hélicoptère comme tout le monde connaît les hélicoptères dans le ciel, là, mais un hélicoptère pour flatter le béton. Fait qu'il a rentré ça. J'avais du béton à 4 pieds sur les murs, à grandeur. C'est une rénovation. Oh là, my God. Flambant neuf, il y a du béton à grandeur. On joue de la musique chez nous. Le drum au sous-sol, il y a du béton. Écoute, il y a du béton voyons partout. donc. J'ai du béton sur ma porte, ma poignée de porte. J'ai du nouveau béton sur mon béton extérieur, sur mon balcon. Le gars, il a lavé ses outils. J'ai du béton sur ma champlure. On a voyons. un vêtement extérieur. C'est plein, là. Béton, là. Écoute, c'était complètement fou. Moi, hyper gentil, je rappelle le gars, je dis, écoute, je pense qu'il t'est arrivé un petit quelque chose, faudrait que tu viennes réparer. Fait que le gars, il est venu avec un gratton, il a gratté tous les murs. Mais là, j'ai quand même l'épisode. Ta femme, elle doit être contente, là. Elle est contente que je suis patient ou pas patient, je sais pas, mais elle est contente que le plancher soit beau maintenant. Il est venu avec une sableuse, on a mis des polythènes partout, il y avait de la poussière à la grandeur. Le gars, il est arrivé avec une petite shop vac, il y avait de la poussière partout. Là, sa sableuse marchait pas, il est revenu, il est reparti. Reste que, à un moment donné, on lui a dit, ben, il faut que tu reviennes. Il est pas revenu. 8 mois plus tard, on a attendu 8 mois, on vivait dans une bétonnière. Ouais, c'est ça. On vivait dans 200 pieds carrés avec les 4 enfants. On avait la cuisine, salle à dîner, la télé, l'évier, lave-vaisselle. Écoute, tout était dans 200 pieds carrés. On a vécu là-dedans pendant 8 mois. Pour donner la chance au gars de revenir, finalement, je me suis écœuré. Il y avait toutes des excuses, j'imagine. Moi, je vais passer. Ouais, puis la semaine prochaine. Puis, écoute, c'était... Mais bon, on avait mis des draps à terre parce que le béton, il fait de la poussière. On a mis des draps, on lavait les draps aux 3 jours. C'était épouvantable. Et puis, on a... à un moment donné, je me suis écœuré. J'ai commencé à sabler le béton. J'ai grindé pour ramener le béton. J'ai sablé pendant 150 heures. On a calculé les heures parce qu'on est allé en poursuite contre le gars après. Ben oui. On a gagné. Puis, entre-temps, il disait que pour reniveler le béton, c'était la deuxième partie de l'époxy. C'était la partie d'époxy parce qu'on avait payé la partie béton. Puis là, il fallait faire un dépôt pour l'époxy. Je dis non, viens régler la première étape, puis après ça, on verra. Entre-temps, on est allé suivre des formations nous-mêmes d'époxy. Moi, j'ai tripé à faire ça. J'ai installé de l'époxy. Moi, j'ai tout fait pendant la formation. Puis c'est drôle parce que quand moi, je fais des formations, je vois des gens des fois qui sont plus en retrait, qui veulent pas brasser l'époxy, qui veulent pas aller sabler. Puis moi, je les incite, viens sabler, viens jouer. Je le sais, je l'ai fait. J'ai trippé ma vie. Après ça, on a acheté les produits, on a fait le plancher, puis on a commencé exactement comme ça. Fait que je pense que c'est ça que c'est ça, exact. C'est là qu'il y a eu la piqûre, puis il s'est lancé dans le monde de l'époxy. Pour puis que ramasser un job qui s'était mal passé chez toi, là, dans le fond. Exact. Ah ouais. Puis vos premiers magasins, est-ce qu'ils ressemblent aux magasins d'aujourd'hui, dans le sens qu'il y avait-tu 5000 SKU au début, ou c'est vraiment, ça a commencé spécialisé en époxy, puis là, suite à ça, vous avez décidé d'ajouter d'autres produits pour mieux servir votre client? On est vraiment allé avec les demandes des clients. Il y avait un client qui nous demandait « Hey, j'aimerais savoir tel produit. » On le rentrait. On le tenait en stock pour lui. Parce qu'on a toujours été pro-client. Le but, c'est d'aider l'entrepreneur dans son quotidien, qui n'ait pas à chercher à 8 magasins puis perdre son temps. Tu sais, le temps, pour n'importe quel entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. Si tu perds ton temps à magasiner à 8 places, puis de ne pas avoir nécessairement de service. C'est pas sur le chantier. Exact. Mais officiellement, on a commencé avec l'époxy. L'époxy pour les planchers standards, les polyaspartiques pour les garages, les flocons, un peu de quartz, un petit peu de béton. Ça a commencé comme ça. Le premier magasin, de fil en aiguille. Le premier, quand on a commencé dans mon garage, le premier call que j'ai fait, que je tremblais, j'ai besoin de 30 kits de polyaspartiques. Là, c'est même pas une palette aujourd'hui. Moi, je tremblais, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis ça, c'est dans le temps que je revendais simplement aux installateurs. Puis là, j'ai dit, ben, dans le pire des cas, je vais l'installer moi-même. Je restais pas prêt avec. Mais c'était beaucoup d'argent pour moi, mais je shakeais, là. Fait que, on a vraiment commencé avec juste l'époxy, 2-3 squeegees que je savais que j'installais avec, fait que je savais qu'elle allait bien. Puis après ça, ben là, on a rentré à un moment donné du silicone pour les gens de porte-fenêtre parce qu'il y avait du monde qui nous demandait ça. Puis j'appelais plusieurs entrepreneurs. Je devais passer une commande avec un minimum de commandes. J'appelais les entrepreneurs. « Hey, as-tu besoin de quelque chose? Parce que là, je passe une commande. Oui, OK, rajoute-moi 3 tubes. OK, parfait. » Là, je faisais des call comme ça pour savoir combien les gens avaient besoin. Là, j'étais capable de placer ma commande pour sauver sur les frais de livraison puis avoir le stock minimum pour être capable de le vendre. Puis, quand quelqu'un en avait besoin de 1, je n'achetais 2. Quand il avait besoin d'une caille, j'achetais peut-être 2, 3 de plus. Fait que ton profit, t'as tout le temps réinvesti. Réinvesti. Il te restait rien. Jamais. On a été
C'est moi, de même que tu as monté ton inventaire, dans le fond. Exact. Je me suis pas pris Wow. de salaire pendant 4 ans. Ludo, quand il s'est joint à moi, il était à l'école. Il a dit, bon, on prend pas de salaire, t'es bénévole. Puis c'était ça. Il y avait pas le choix. C'est ça. Il a commencé comme ça. On faisait des économies sur les salaires, mais on réinvestissait tout. Puis C'est ce qui faisait que vous grossissiez votre stock, puis Exact. vous pouviez mieux répondre aux clients. Puis comment vous avez développé votre clientèle? Parce que vous devez avoir des centaines ou des milliers de clients? on a des centaines de clients, puis c'est impressionnant comment j'y donne beaucoup de mérite là-dessus parce qu'il est très bon avec les entrepreneurs puis connecter avec eux. OK. Fait que c'est des appelés, de voir, OK, qu'est-ce qu'on... Connecter, vraiment. Pas j'ai ça, je vais te le vendre. C'est Ouais. vraiment dans le relationnel. Puis, Ouais. Comprendre OK, ses besoins. Comprendre ses puis besoins, mais aussi... c'est quoi les projets OK, qui mais il y a s'en une viennent. famille, puis il y a une femme à la maison, il y a une maison, il y a un chalet, puis... Un enfant, un chien. C'est ça, vraiment de bâtir une relation avec l'entrepreneur, pas juste le client, mais Ouais. la personne derrière. Ah ouais. Hein. Puis encore aujourd'hui, c'est encore toi qui s'occupe de ça, Anna? Bon, on a des représentants c'est des représentants, des vendeurs qui travaillent avec nous autres. Mais je veux pas dire plus vendeurs, plus conseillers, plus qui vont vraiment à. Ils s'occupent des comptes, ils s'occupent des clients. puis- Exact. OK. Mais c'est plus juste moi qui fais ça. OK. Moi, je m'occupe vraiment là, je suis plus dans le soutien technique quand les gens ont des problèmes pour hey, je fais quoi, je m'est arrivé tel bad luck. Et là, je suis soutien après ça à nos directeurs de succursale. OK. Que je deviens là. Puis j'ai encore du monde qui m'appelle puis qu'on continue à bâtir des relations. Quand, mettons, je sais pas, je m'en vais au restaurant, ben, des fois, je ressors avec un nouveau contact qui va venir faire une formation, puis qui, bang, il va peut-être partir à son compte ou qui il connaît quelqu'un, puis, hey, j'ai eu un super bon lien avec ce gars-là, tu devrais aller le voir, puis bang, il s'en vient dans un nouveau magasin un peu partout dans la région. Mais c'était beaucoup basé sur la réputation, la relation, plus que le marketing, puis de faire connaître, puis tout ça. Absolument. Exact. C'est un beau potentiel quand même, je pense, qui n'est pas encore totalement exploité. hein. Exact. On a quand même fait plusieurs salons de l'habitation. Ça a été un game changer pour Ludo, le premier salon qu'on a fait à Saint-Hyacinthe. Il a passé un week-end avec moi au complet à voir justement le relationnel. Au tout début, là. Au tout début, Ouais. les premières années. Ensuite de ça, on a eu une année qu'on a fait 4 ou 6 salons back-à-back, un après l'autre. On démontait le kiosque, on le remontait la semaine d'après, on le redémontait. Québec, Gatineau, Montréal, Brassard, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. On avait fait quelque chose comme 6 semaines en ligne sans avoir de congé, pas une journée qu'on prenait off, Ah, parce ouais. que quand on n'était pas au salon, on était en train de gérer les magasins. de puis- gérer les magasins. C'est ça. Fait que Ah ouais. Hein. Wow. c'était des pushes qu'on donnait, puis qu'on disait, let's go, on Ouais. fonce. Puis... Puis c'est quoi vos prochains steps de croissance? Parce que je sais que vous avez le gaz au fond. Ouais. C'est Ludo. Je te laisse la parole. C'est Ludo qui s'occupe de la croissance. La croissance. Ludo, il est toujours dans 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Puis toi, t'es plus en gestion. Ouais, moi je gère le day-to-day, les problèmes, les enjeux des installateurs ou de la famille, les idées d'époxy. Ça, je gère ça. Quand ça devient trop technique, Ludo, il a bâti beaucoup de systèmes dans l'entreprise, fait que ça vient des fois dans sa cour. Mais lui, c'est, pour ta question, là, Ludo va très bien pouvoir te Ouais. Juste rebondir avant sur ce que tu viens de dire, d'avoir chacun son rôle, ça a été important pour nous autres aussi, parce que Ouais. tu sais, si on est tout le temps en train de dire « Ah, c'est correct si je fais ça? » Finalement, on est deux, mais on fait la même job, puis Ouais. on n'avance pas. Être Ça a 100% été- responsable de certaines choses. Exact. chacun. Ça a été important pour notre croissance, là, de dire « OK, ben ça, c'est ton rôle, ça, c'est mon rôle. » Ça s'est fait dès le début? Non, Ou non, s'est- ça a été il y a fait eu un dans peu de up and down. Up puis à and un moment down. donné, OK, il faut se structurer un peu plus. Exact, parce OK. qu'on s'est rendu compte, OK, on travaille sur la même chose, on n'avance pas aussi vite qu'on devrait parce qu'on attend tout le temps l'approbation de l'autre. Ouais. Fait que là, on a structuré mieux, puis on a chacun nos rôles plus définis. Fait que lui, il est plus dans le day-to-day, moi, je suis plus dans l'expansion. OK. Puis pour répondre à tes questions sur les projets, là, on est en train d'ouvrir à Montréal. Fait qu'on va avoir un gros magasin plus industriel à Montréal pour pas du tout pour le retail, mais vraiment pour les contracteurs, ceux qui font des condos, des trucs comme ça, des gros chantiers. On Vous va allez être le là. situer où? On est en train de regarder un local à la Ville-Saint-Laurent. C'est pas encore OK. signé, mais ça devrait. Ça s'en vient. OK. Quand tu vas sortir le podcast, sûrement que ça va être plus officiel. OK. T'es en train de faire un partenariat aussi avec une entreprise qui est à Toronto. Donc, ça va nous apporter plein de nouveaux produits justement pour le commercial puis l'industriel. Donc, ça aussi. Pour vous implanter à Toronto ou les autres vont vous fournir des produits de Ils vont Toronto nous que vous fournir avez des produits? produits. Exactement. Fait qu'on
ils ont déjà une expertise dans ces produits-là, puis ils sont très concentrés dans le commercial. Ça va vraiment nous aider à ce niveau-là. Parce que nos contracteurs, présentement, ils font beaucoup de résidentiel. C'est le fun, mais il y a un gros marché à aller chercher dans le commercial et l'industriel qu'on veut aller prendre. Tout à fait. Puis qu'on est capable de le faire, exact. Puis l'autre truc qu'on est en train de mettre en place présentement, c'est on devient détaillant Benjamin Moore dans plusieurs de nos succursales. Donc là, Sherbrooke, c'est le premier qui va ouvrir avec ces produits-là. Puis on est en train de regarder notre magasin de Québec, de Gatineau, de Blainville pour que ces magasins-là rentrent la peinture, qui est un produit complémentaire à ce qu'on fait, à nos contracteurs qui viennent déjà en magasin. Donc, de rentrer ça va nous aider à augmenter les ventes puis continuer notre expansion de business. Là. Puis pourquoi Benjamin Moore? Je ne vous ai jamais posé la question. Parce que vous auriez pu décider de vendre de la peinture, tu sais, ou... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous associer avec le nom? Au départ, ça tout part d'une idée, ça on le sait. Il y a 2 ans à peu près, j'ai envoyé ça dans l'administration. Je disais, hey, ça serait une bonne idée de rentrer de la peinture. Fait que déjà, la graine était semée dans l'univers. Fait que à partir de là, ben vas-y, t'allais compter. Ben, on a rencontré un représentant de Benjamin Moore il y a 6 mois à peu près. On était dans un show de produits, puis on commence à discuter avec lui, souper ensemble, puis c'est intéressant, votre business, il nous dit ça. Puis, OK, vous avez beaucoup de contracteurs, beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent avec vous. Avez-vous déjà pensé à de la peinture? Et on pourrait aller dîner ensemble, voir si c'est un fit, travailler ensemble. Puis c'est là que, de fil en aiguille, on a commencé une relation, puis on s'est rendu compte que ça pourrait être un bon fit de rentrer de la peinture dans nos magasins, puis que le fit était là avec la marque aussi. Okay. Ce qui est intéressant de Benjamin Moore, c'est qu'ils sont reconnus. Ouais. Donc, le client, il recherche ce produit-là. On n'a pas besoin de bâtir une notoriété pour le produit. Oui, et si on faisait faire notre propre produit, mettons, avec notre propre brand, une marque privée, oui, effectivement, les marges seraient peut-être plus intéressantes. Mais là, d'avoir du walk-in qui se fait avec la marque, le branding qui est déjà connu, ben, ça a une valeur pour nous autres. On n'a pas nécessairement besoin de marketer à monsieur et madame Tremblay. Puis ils vont rentrer directement dans le magasin parce qu'ils reconnaissent le brand Benjamin Moore. Puis ils vont être exposés à tout le reste de ce que vous pouvez faire pour les servir. Et pourquoi Benjamin Moore? Parce que c'est une bonne peinture. Puis on a eu des mauvaises batches, des mauvais marques d'époxy que nos installateurs avaient de la misère. On les a mis out parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Puis Benjamin Moore, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, de ce qu'on s'est renseigné, c'est de la haute gamme. C'est quelque chose que quand tu vas l'installer, il y a un bon pouvoir cachant. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris dernièrement dans la peinture qui sont vraiment wow. Puis eux autres, ils ont une bonne... C'est quelque chose de bien. Un bon produit. Un bon produit, exactement. Ça a toujours été notre marque de commerce un peu, des bons produits de qualité. Dans l'époxy, c'est rare que je suis le moins cher. C'est vraiment pas ça notre créneau. On est plus dans la qualité. Le service, l'expertise. Exactement. Ah oui. Puis si vous regardez les dernières années, c'est quoi la période où un événement qui est arrivé? Y a-t-il quelque chose, une période plus sombre, un challenge majeur que vous avez eu à surmonter? Oui, absolument. Il y en a eu plusieurs. Il y a un de nos associés, au départ, on était avec mon frère dans la compagnie. Il est parti. Donc, ça nous a ralenti en quelque sorte parce qu'il y avait un rôle dans l'entreprise. Puis, ça a le fait que, OK, il faut se regrouper nous deux ensemble puis prendre ce rôle-là puis dire, maintenant, faut le faire ou faut engager pour le remplacer. Puis, il faut pas que ça nous freine dans notre croissance d'avoir une personne de moins avec nous. Ouais. Donc, ça a été une période un peu plus sombre. C'est la famille en plus. En plus, c'est la famille. Tu veux pas briser de lien. Puis, exact. Tu veux garder des bons liens avec... je veux garder des bons liens avec mon frère. Je veux pas que ça brime la relation. Ouais. Mais il faut se restructurer puis il faut mettre les bouchées doubles pour que ça continue d'avancer. Et si on prend 1 ou 2 ans d'arrêt pour se replacer, il y en a qui vont nous dépasser ou il y en a d'autres qui vont arriver. Selon moi, une business qui avance pas, elle recule. Recule. Tout à fait. Ludo, c'est tout à fait à son honneur. À un moment donné, je voyais que ça n'allait pas dans notre famille là, avec son frère puis avec lui. Fait que je leur ai offert de simplement quitter. Je voulais pas les forcer à être dans l'entreprise. Je leur ai offert de quitter. Puis Ludo, je pense que quand j'ai envoyé le courriel, la minute après, il m'appelait. Il dit « C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux? » Je dis « Écoute, si le chapeau le fait, mets-le. Mais s'il le fait pas,
prends-les pas. Puis lui, il dit non, moi, je veux bâtir avec toi, puis tout. Puis mon autre fils a décidé de quitter, puis c'est correct. Mais moi, j'avais bâti des choses en 3 ans avec Emilien, en fait, là. Puis, ben, j'étais pas sûr que ça allait marcher. Parce que Ludo est dans l'administration, il était à l'école, il connaissait pas pantoute l'époxy au départ. Puis ton autre fils, lui, avait travaillé avec toi dans l'époxy, il connaissait les produits. Il était capable d'être au soutien technique déjà, malgré son jeune âge. Il avait quel âge? Il avait 18 ans, 17 ans, dans ce point-là. Il était très drillé. Il faisait des garages tout seul à 17 ans. Fait que, il reculait le pick-up puis tout. Il était très, très bon. Fait que j'étais pas sûr. Fait que j'ai laissé quand même la chance à Ludo de dire, écoute, tu veux le faire? Ben, let's go. On y va all-in. Puis, ben, un peu, prouve-moi que t'es capable. Puis, écoute, c'est grandiose. Là. Il a pris le taureau à les cornes, puis il va amplement, absolument. Malade. Comment c'est travailler père-fils? Des fois, c'est challengeant parce que, on s'entend, on a une relation, on a une relation aussi autre que d'associés. Puis quand on veut mettre des changements en place, des fois, puis il n'est pas d'accord ou, tu veux jamais brimer la relation non plus. Fait que c'est toujours un enjeu. Mais en même temps, ça nous rapproche. Puis c'est une partie qui est plus éclaircie, je te dirais, dans notre compagnie. C'est une belle partie. La complicité qu'on s'est développée ensemble, mon père s'est rendu mon meilleur ami. Là, Oh. Ça l'était pas avant? Mais j'allais dire, ferme tes oreilles, Nel. Mais non? Pas que c'était pas mon meilleur ami, mais on n'était pas nécessairement... Ça vous a vraiment rapproché? C'est ça, exact. OK, puis, cool. Tu sais, quand tes enfants vieillissent, as-tu d'avoir la chance d'y parler à tous les jours, de continuer à... OK, c'est quoi qui se passe dans ta vie, ta blonde, les enfants. Moi, dès que j'ai une journée qui va pas, là, le matin, je l'appelle, puis il sait tout de suite. Là. C'est quoi, selon vous, la clé pour que ça fitte pour travailler quelqu'un de sa famille au day-to-day? Y a-t-il des règles de base que vous avez mis? Y a-t-il une structure? Vous parlez tantôt des rôles que vous avez définis. C'est quoi, selon vous, là, les ingrédients que vous avez mis en place pour que ça se passe bien, puis que vous vous respectiez comme associé, mais aussi comme père-fils? Je pense qu'au départ, notre famille est quand même assez soudée, puis il y a toujours un respect, puis il y a toujours eu... il y a pas de tabou chez nous, on parle de tout et de rien, c'est assez incroyable. Puis il y a toujours eu une belle complicité d'ouverture de se parler. Fait que s'il y avait eu un enjeu, s'il y a des problèmes, autant quand il était plus jeune à l'école ou quoi que ce soit, on a eu des fois des confrontations, puis ça l'a peut-être mis la table pour quand il y a quelque chose, on se le disait, on n'attendait pas que ça devienne une montagne. Ouais. Quand il faut crever l'abcès, moi je l'ai toujours crevé tout de suite, comme ça, c'est pas une montagne, puis on continue, là, tout simplement. Là. C'est vraiment des valeurs, je pense, qu'ils nous ont inculquées quand on était plus jeunes, à moi et à mes frères et ma soeur, de dire, OK, quand on a quelque chose, là, on se regarde dans le blanc des yeux, puis on règle ça maintenant. Okay. On s'assied, c'est réglé, parfait, on passe à d'autres choses. On tient pas ça en arrière à traîner ça, traîner les bagages, puis ça devient lourd, puis ça mine la relation. Ouais. Quand tu as la chance de le régler maintenant, on met carte sur table. Carte sur table. Pas de menterie, tu sais. Si j'y cache des affaires que j'ai faites, ça marchera pas. La seule affaire que j'ai faite dans son dos, c'est m'inscrire à Vego. Ouais? Oui, parce que Cynthia, il était parti chercher du stock, il était sorti de l'appel, puis c'est là que Cynthia... On a eu notre appel, on était en conférence partout, Cynthia était chez eux, j'imagine. Ludo, il était chez eux, puis moi, j'étais en train de voyager, j'allais chercher des choses sur le fournisseur, puis quand que je dois aller chercher les choses, sortir et mettre ça dans le truck. Pendant ce temps-là, je sors ça, lui, il dit « OK, on embarque là. » Fait que là, moi, j'embarque, j'ai appris peut-être une dizaine de minutes, je rentre, bon, j'embarque. Bon, félicitations, vous êtes... Quoi? Il dit, oui, on est inscrits. Ah, OK, let's go. Tu sais, on a... Puis, est-ce que ça valait la peine de faire confiance à ton fils là-dessus? Absolument. Tu n'en as pas voulu trop longtemps. Non. Juste 5 secondes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai 100% confiance à Ludo. Puis, je pense que c'est la même chose avec moi. C'est important, ça. Tu peux pas bâtir si tu n'as pas confiance avec ton partenaire. Puis, on doit, comme il a dit, on doit se parler s'il y a des enjeux. Il nous en est arrivé des balles. Puis, c'est pas toujours rose. On a eu plein d'affaires comme
tout le monde, mais aussitôt qu'on s'en parle, l'idée, c'est de faire un mastermind. On se met 2 cerveaux ensemble, 3 cerveaux, on en parle, on essaie de builder là-dessus, puis on arrive avec une solution, puis ben go. Nous autres, on est des fonceurs, je pense que tu commences à nous connaître un petit peu. On fonce, on règle les affaires, puis on passe à une autre affaire. Et dans l'entrepreneuriat, mais la chose qui nous est arrivée il y a 3 ans, qui était une montagne, aujourd'hui, c'est une pinotte. Il n'y a plus rien là. OK, on gère ça, let's go, merci, bonsoir. Fait que mais je pense que c'est ça. La confiance, se parler, je pense que ça fait une bonne clé dans notre... ouais. C'est quoi le plus gros défi que vous avez eu à gérer dans les dernières années? Le plus gros challenge que vous avez eu à surmonter, justement? Parce que tu viens de bien dire, les montagnes qu'on surpasse, ben plus qu'on avance, ils deviennent petites, mais chacun des plus gros défis qu'on a, ben on le voit tout le temps comme une montagne, puis on ne sait pas comment on va passer au travers. Finalement, on passe tout le temps au travers, mais la prochaine, ben c'est plus gros, c'est plus difficile. Y a-t-il quelque chose en particulier là, qui a été vraiment tough pour vous autres? Ben, l'associé qui était parti, ça, c'est sûr, ça en était un pas pire. Okay. Un petit peu après, quand on a repris Gatineau, ça a été quand même une bonne difficulté aussi à surmonter, de dire, hey, on a échoué, on n'a pas réussi où ce qu'on pensait que c'était une bonne idée. Puis de dire, OK, on va reprendre on reprend nos affaires, on pile sur notre orgueil de dire, on n'a pas réussi notre plan initial, notre idée était pas bonne finalement. Puis on reprend nos affaires, on reprend le même concept qu'on a fait ailleurs, puis let's go, on reconstruit. Puis on repart sur du solide. Ouais. Ça a été un challenge de tout faire ça. Mais... Parce que vous l'aviez vécu comme un échec. Puis c'est que vous avez... Parce qu'il y en a qui arrêtent à l'échec, puis vous avez juste... Ben moi, je l'ai vu comme un échec. Ben oui, exact. Puis là, ben, tu as dit, bon, ben regarde, c'est un échec, on l'assume, puis on continue, on recommence, puis la prochaine fois, ça va aller mieux. Puis je l'ai pris un peu sur mes épaules de dire, OK, c'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné. Je peux blâmer n'importe qui pour tout. Mais quand tu prends responsabilité de tes actions, de ce qui se passe dans ton entreprise, ça t'aide à grandir. De ne pas dire, ben, c'est la faute du gouvernement, la faute de la météo. Non, j'aurais pu arriver avec des actions plus concrètes pour arriver à des meilleurs résultats. Je ne l'ai pas fait. Ben, il faut que je mette mes bottes de travail. Puis, Puis qu'est-ce que ça t'a appris de ça? À dormir d'un entrepôt. Ben, c'est ça qu'on a fait. On a dormi dans l'entrepôt. Ah ouais? Parce que pour bâtir le magasin là-bas, j'ai pas d'employé. Je dormais dans l'entrepôt. J'allais 3 jours à Gatineau, puis je dormais dans l'entrepôt. Ah ouais. On avait un lit gonflable. Lui, des fois, il allait. Des fois, c'était moi. On gonflait le lit, on dormait là. On se lavait des barouillettes dans le lavabo. Ah ouais. Mais c'est de choisir mieux avec qui qu'on fait affaire. Là, on le gère un peu plus de notre côté, mais là, on avait essayé de franchiser. Si on avait pris plus de temps à analyser le plan d'affaires, le candidat, on se serait peut-être rendu compte avant que ça ne marchait pas. On aurait peut-être sauvé 1 an. C'est-tu le plan d'affaires, selon toi, qui ne marchait pas, ou c'est vraiment que vous n'aviez pas la bonne personne? Les deux? Les deux. Un peu des deux. Ça a été une combinaison qui a fait, OK, ça fonctionne pas à cause que, oui, le plan était pas nécessairement bon. C'était cowboy, mettons. Ouais, c'est ça. Elle avait 300 pieds carrés pour stocker des matériaux. Mon autre magasin fait 2000 pieds. C'est comme, OK, l'entrepreneur va-tu vraiment avoir le bon service qu'il y a dans nos autres succursales? Le concept, c'était peut-être pas bon. un peu le concept de ce que vous avez, qui est d'avoir... C'était plus un point de dépôt qu'un magasin. Ouais, c'est ça. Qui était pas génial pour ce qu'on cherchait à faire. OK. Puis qui était notre marque de commerce. Pour le départ, on devait ouvrir là quand même rapidement. Pour le départ, c'était une bonne idée. Peut-être qu'on peut le revirer à notre avantage, comme on dit souvent. Vu que ça n'a pas marché, on a été plus rapide à ouvrir un autre magasin, notre magasin, puis on a grossi parce que le plan initial, c'était que plus que ça grossit, plus que la personne avec qui on faisait affaire, bien, elle aussi apprenait de plus en plus l'expansion pour rentrer de plus en plus d'époxy. Ouais. Puis elle a décidé de ne pas faire ça, elle a plus décidé de rapetisser puis mettre ça dans le garde-robe. Fait que on pourrait même dire qu'on va le virer à notre avantage pour dire qu'on a parti le magasin plus rapidement puis mieux structuré à Gatineau. Donc, ça peut être plus. Ouais. Il y a toujours une belle leçon derrière tous les échecs, en fait. On essaye toujours de revirer au positif, puis je l'ai appris assez jeune. Moi, à 13 ans, je me suis fait enlever la moitié de la mâchoire. J'avais une tumeur de 7 cm. Ah ouais. J'ai la moitié de la mâchoire en métal. Wow. Puis après
après 2 jours, je pleurais dans mon lit d'hôpital, puis j'étais défiguré. Puis c'est lui qui m'a saisi. Il a dit, là c'est la dernière journée que tu pleures, puis demain, tu te relèves. Pour ça. Puis tu te relèves, puis on voit le positif. On va repartir de là. T'es en vie, t'as pas de séquelles, tout va bien. Là. Tu vas guérir. Hey. Comment t'as vécu ça, toi, comme père? Sa tumeur? D'avoir son fils malade, puis... Écoute, c'est une épreuve parmi d'autres épreuves. On est vulnérable, on peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de le soutenir. Encore une fois, en famille, ma femme est là, on soutient. Des fois, c'est elle qui tombe, des fois, c'est moi qui tombe. On se relève mutuellement. Puis, ce que moi, j'ai vu, c'est que c'est moi le fort. Je l'ai même de tatouer sur moi. Là. C'est moi le fort dans la famille. Il faut que je sois solide. Puis lui, là, il y a une tempête qui arrive. La lumière est là. Toi, faut que tu y remontes la lumière. Puis, c'est ton rôle. J'ai beau être triste, j'ai beau être peu importe. Là, tu as besoin d'un fort. Fait que j'ai fait mon rôle que je devais faire. Je l'ai saisi. Puis, il s'est fait enlever l'appendice aussi. Puis ça aussi, ça s'en allait en dégradant. Puis, écoute, on va travailler ensemble. Là, il voulait pas marcher, puis il fallait qu'il commence à marcher. Écoute, tu veux rien faire, mais là, tu vas marcher 5 minutes, puis fais rien pendant 1 heure. Tu vas marcher 5 minutes, puis bang, il a toujours sorti plus rapidement que tous les autres alentours. Pourquoi? Parce que il y a un bon soutien, il y avait une bonne équipe avec lui, puis on a réussi à le monter. C'est dur, mais faut prendre nos rôles. On a pris notre rôle, puis j'ai ma femme évidemment avec moi dans ça, là, mais on a pris notre rôle, on l'a monté, puis après ça, tout est sa volonté à lui, mais un tuteur pour un arbre, c'est bon, mais on a fait le tuteur. Là. Ça a fait une bonne fondation pour notre entreprise aujourd'hui. On a vécu des épreuves ensemble, aujourd'hui, on est capable d'en traverser ensemble. Exact. Oui, quand tu as traversé la maladie, puis les problèmes de santé, après ça, le reste, c'est juste de l'argent, entre guillemets. Tu sais, de la business, c'est quoi le pire qui va arriver? On va se planter, on va perdre de l'argent, personne qui va mourir. Exact. Ouais. Puis s'il y avait quelque chose, Nel, que tu n'as jamais dit à ton fils que tu aimerais dire, ça serait quoi? Je peux pas dire je t'aime parce que je l'ai dit souvent. Une chose quelque chose que tu n'as jamais dit que tu aimerais essayer de dire? Je ne pense pas. Parce que c'est sûr que là, vite comme ça, la question brûle pour point. Je pense pas parce que je pense que les valeurs que je voudrais lui dire, si j'y avais jamais dit, c'est que oui, je l'aime, je t'aime, que je suis fier de lui, que j'adore travailler avec lui. Je lui dis, je pense à tous les jours, de le prendre dans mes bras, de faire un câlin. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais lui dire là? Je pense que c'est les valeurs les plus importantes que j'aurais à lui dire, mais je lui dis à chaque jour. Fait que je pense pas avoir quelque chose d'important tant que ça à lui dire. Puis toi, si t'avais quelque chose d'important à dire à ton père, que tu n'as pas dit? Un peu dans le même principe, là, on a toujours été tellement transparents envers l'autre que pas vraiment. On se dit qu'on s'aime à tous les jours, on se dit qu'on est. C'est cool. Mais je pourrais très bien lui dire que je suis fier de ce qu'il a bâti. Ça, avec moi, mais souvent, il me donne le mérite, puis il y en a beaucoup qu'il a fait lui-ci. Puis il prend pas assez le mérite de dire, OK, j'ai bâti. C'est pas juste moi, là, c'est une équipe. Souvent, il dit, Ludo, il est bon. Toi aussi, t'es bon, puis tu mérites d'où ce qu'on est rendu, puis t'as travaillé fort, puis... Merci. C'est très cool, c'est beau. Je sais pas s'il y a beaucoup de parents, parce que tu es rendu un adulte, je sais pas c'est quoi le pourcentage de parents qui disent à leur fils ou à leur fille « je t'aime » tous les jours rendus à l'âge adulte. Mes enfants sont ados, je leur dis tous les jours quand je suis avec eux. Puis par texto, puis tout ça. Mais puis c'est quelque chose que vous êtes un beau modèle. Moi, c'est ce que je veux perdurer dans le futur. Mais je pense pas que c'est tous les parents dans cinquantaine qui disent ou fin quarantaine, ou je sais même pas t'as quel âge. 32. Ouais, c'est ça. 32. Oui. T'as quel âge pour vrai? 45. 45? Ouais. 45, tu l'as eu fucking jeune. J'ai eu Ludo à 20 ans. À 20 ans? Ouais. Wow. J'ai tout fait vite, moi. Je me suis marié. C'est-tu ton plus vieux?
Ouais, c'est mon OK, c'est ça. J'ai OK. connu ma femme à 15 ans, je me suis marié à 18 ans, j'ai eu ma première maison à 19 ans, j'ai eu Ludo à 20 ans. Tout a été très, très rapide. Ma soeur, malade. quand j'avais 20 ans, elle disait « je vis comme un gars de 35 ». OK. Ça, c'est ça. Mais tu sais, je suis tellement proche d'eux autres, là, c'est que... C'est cool. Mais C'est un beau modèle, je trouve. j'espère, au contraire, même qu'il y a beaucoup... J'espère que tu te trompes, puis je pense pas, malheureusement, mais j'espère, je le souhaite, qu'il y en a beaucoup. Puis s'il y en a qui peuvent l'écouter, puis tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, je sais que c'est un podcast des affaires, mais l'entrepreneuriat, des fois, les gens, on peut peut-être penser que on focus dans notre business, mais notre business première aussi, c'est notre famille. Notre famille est là. Faut prendre aussi soin quand je veux pas dire quand ils le méritent, mais je veux dire, il faut rester proche le plus possible, je pense, d'eux autres, puis de leur dire, puis Oui, tellement important. Exact. Ça fait plusieurs mois, en terminant, ça fait plusieurs mois que vous êtes chez Avego, vous avez commencé un programme Propulsion. Je pense que bientôt le club privé va vous appeler. Comment vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez retrouvé chez Avego? Qu'est-ce que vous veniez chercher? Et en fin de semaine, c'est votre première retraite. On a eu du fun. Qu'est-ce que vous avez été chercher chez Avego? Puis qu'est-ce que vous retenez? Puis qu'est-ce que vous avez apprécié de ce que vous avez vécu à date chez Avego? Les entrepreneurs qui ont un peu le même mindset que nous autres, de dire OK, on pousse à fond, puis on va faire de l'expansion, puis d'avoir autour de nous, d'être entouré de ces gens-là pendant un workshop, pendant une retraite, ça nous pousse à nous surpasser nous-mêmes. Oui, dans le day-to-day, on se pousse puis on essaye de s'améliorer, mais tu sors d'un événement avec Go, puis comme OK, j'ai 28 action items à faire, puis j'ai des nouvelles idées, je veux ouvrir partout, puis ça nous pousse à être encore meilleur. Puis après ça, tu es redevable de quelqu'un. Ouais. Oui, on est redevable un peu un de l'autre, mais jamais autant qu'avec un étranger. En plus, oui, exact. Ça nous amène à un autre niveau, je pense. Puis d'être entouré des gens qui sont un peu dans le même mindset, qui sont dans la même idée de croissance avec d'autres entrepreneurs. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver à tous les coins de rue. Passer une journée avec d'autres entrepreneurs, je peux pas faire ça. Qui vivent la même réalité que toi. Exactement. Exactement. Ouais. Très cool. Toi, Neil? Oui, je m'en ai à répondre, mais je me rappelle pas de ta question. Qu'est-ce que tu as retrouvé chez Avego? OK. On est fatigué un peu. On a une grosse fin de semaine. J'avais ma réponse, puis là, j'écoutais Ludo, puis j'étais inspiré de ce qu'il disait, j'avais perdu le fil. Qu'est-ce que tu as retrouvé chez Avego? Qu'est-ce que tu as apprécié de ton parcours? Moi, j'ai fait du MLM étant plus jeune, du palier multiple, puis j'ai adoré ça parce que j'ai aimé les séminaires, j'ai aimé ce que j'ai pu aller chercher dans la croissance personnelle. Exact. Fait que moi, j'avais vu tes pubs sur Facebook. Puis j'avais dit à Ludo, hey, ça nous prend quelque chose. Oui, on est bons toutes les deux, mais si on veut apprendre un peu plus haut, il faut aller chercher de la valeur quelque part. Parce qu'on peut pas se la créer. On se la crée nous-mêmes, mais d'aller chercher une croissance plus rapide. Un peu comme quand moi je fais les formations avec les gens, au lieu qu'ils fassent toutes les erreurs, je les ai faites, les erreurs. Je peux te les enseigner, les erreurs que j'ai faites pour pas que tu les refasses. Donc ici, dans le groupe, c'est ça qu'on est venu chercher, c'est de venir chercher de la valeur comme ça pour qu'on aille vraiment plus vite. Puis je suis vraiment content. Puis les formations dans la fin de semaine, je veux dire, ça nous emmène complètement ailleurs. C'est un autre niveau. Puis de voir des gens qui ont passé par là, des experts de leur domaine, c'est inspirant et ça nous pousse plus loin, ça nous aide à avancer. Ouais. Vous avez été chercher des nouvelles compétences, en plus de vous entourer de monde avec un mindset similaire au vôtre qui vous tire vers le haut. Puis, exactement. Dis-moi ce que tu manges, puis je vais te dire ta santé, c'est quasiment ça. Fait qu'on a mangé de l'information pour être capable d'aller encore plus vite, plus haut. Dis-moi avec qui tu te tiens, puis je vais te dire à quoi tu vas ressembler dans 5 ans. Tu sais. Exact. C'est vrai. Hein? Merci. Vraiment super inspirant. On a des couples inspirants. Vous autres, vous faites partie des pères-fils inspirants. Merci. Et je pense que ça va inspirer énormément de gens qui travaillent en famille ou qui aspirent à travailler en famille. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, on le voit dans la communauté, qui aimeraient ça, que les enfants s'en viennent vers l'entreprise éventuellement. Puis je pense que vous êtes signe que ça peut être possible de travailler en famille, d'avoir du plaisir, puis de s'aimer, puis que ça aille bien. Tu sais. Puis il faut que l'enfant y veuille aussi. Tu peux pas le pousser s'il y en a des entrepreneurs, pères ou mères qui écoutent le podcast. Puis si j'avais pas voulu, ça aurait rien servi qui m'oblige à prendre des bouchées. Là, ça aurait jamais rien donné. Puis ça aurait ruiné notre relation. Ça sert à rien. Mais
si les deux, vous êtes capables de travailler ensemble, c'est quelque chose que nous autres, on trippe. Puis... Ouais. Très cool. Ben merci, messieurs, pour cette belle entrevue-là. J'espère que vous avez apprécié le podcast et on vous invite à le partager au plus grand nombre de gens. Partagez-le à d'autres entrepreneurs que ça peut inspirer ou même des entrepreneurs qui travaillent en famille. Et on se voit dans un prochain épisode du Côté sombre des affaires.